Chère communauté du grand changement, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis, à la fois mélangée par beaucoup d'émotions ce soir, de joie, mais aussi, d'honneur, l'émotion vraiment de joie et à la fois d'être toute prête à faire cette Vibra conférence que j'attends depuis des années et tout simplement parce que nous accueillons notre chère Laurence Poul. Bonjour Samara. Bonjour. Alors, si Bonjour à tu tous tes invités. Merci. J'aimerais prendre, quelques instants, heu, avant que commence cette Vibra conférence pour introduire un petit peu, qui tu es. Hem, Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, OK, très bien. Alors, pendant que toutes ces personnes arrivent, dans le chat, faites-nous savoir que vous êtes avec nous. J'aimerais introduire notre intervenant de ce soir avec la phrase de Martin Gray qui m'inspire quand je pense à toi, Laurence. Mon malheur, il dit, mon malheur personnel a déchiré le voile d'indifférence. Vous savez, quand on est dans cette petite vie un peu cadrée et que tout soudainement, on vit des drames, des épreuves personnelles, eh bien, la vie peut nous inviter à nous ouvrir aux autres. Alors, comme Martin Gray, Laurence, tu as vécu des épreuves rudes, plus que difficiles, et tu vas nous en parler. Et ce qui est d'autant plus inspirant, c'est que par-delà ces épreuves conséquentes, tu vas déployer des forces créatrices incroyables, intenses et immenses auprès des personnes. Tu ne te sépares pas du monde, malgré ce que tu as vécu. Tu ne te recroquevilles pas sur ton malheur personnel, mais tu déploies des capacités hors normes que tu mets au service des autres pour contribuer au monde qui vit. Alors, quelle est cette belle contribution? Tout simplement, c'est d'accompagner plus de 50 000 leaders, ces jeunes en difficulté, ces personnes en situation de handicap, tes proches, tes lecteurs et tes auditeurs, à répondre à leurs besoins de sens, de créativité, d'évolution, de confiance, d'autonomie, de dignité, d'intégrité, d'exploration, dans la nature du Costa Rica notamment. Mais également répondre à ce besoin de partage, de réalisation, de coopération, d'accomplissement et de rire, car tu es un homme d'humour et surtout d'amour. Voilà ce que je voulais partager. merci bien. C'est des très belles paroles. Et puis, réellement, ça résume ma carrière depuis l'accident d'automobile qui m'a paralysé. Alors, je peux résumer en disant bonjour tout le monde, mon nom est Lawrence Poole, je suis un formateur depuis 45 ans maintenant, avec ma partenaire de vie, Suzy, comme tu as mentionné, on a formé plus de 50 000 leaders sur avoir une approche plus créative. Et puis, depuis longtemps, tu mentionnes que je t'inspire dans un sens depuis que tu m'as rencontré, on s'est rencontrés. Mais largement, moi, je fais ce que j'ai à faire sans me préoccuper de la réaction que ça peut faire, parce que je suis profondément heureux. Je me considère l'homme le plus chanceux sur Terre, parce que, après tout, qui a une deuxième chance? J'ai eu un accident d'automobile quand j'avais 29 ans. Et puis, j'ai été déclaré mort 4 fois. Et puis, expérience hors du corps, expérience de lumière pure, ça a changé complètement ma façon de voir. Mais je ne veux pas me dépasser. J'ai écrit cette conférence et puis cette première que je fais aujourd'hui avec toi parce que pendant des années que Suzy aimerait que je raconte mon histoire et puis que je lui réponds à chaque fois que les gens n'ont rien à apprendre de mon histoire. C'est pas comme s'ils vont vivre mon histoire. Mais j'apprends de plus en plus que sans passer par les mêmes expériences que j'ai eues, tous les gens ont des défis spécifiquement dans ces temps-ci où on est bouleversé financièrement, on est bouleversé écologiquement, la famille, toutes les racines qu'on a depuis longtemps sont en train de se dissoudre. Alors les gens ont besoin de questions, ils ont besoin de créativité, ils ont besoin d'un changement de paradigme, mais comment s'y prendre?
Alors, j'ai divisé ma conférence en différentes portions. Ma vie avant l'accident. Parce qu'on me demande souvent, étais-tu positif avant l'accident? Et puis, il faut que je réponde oui. Parce que je vais vous assurer, il n'y a rien de bien dans un accident comme j'ai vécu. J'ai frappé un poteau à 70 000 à l'heure, 131 km à l'heure. Et puis, j'enseigne depuis longtemps qu'on apprend deux choses en frappant un poteau à 130 km à l'heure. La première chose, c'est que l'automobile arrête sec. Ça arrête vite. Il n'y a pas de slack, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de plastique. C'est métal sur métal et ça arrête instantanément. Sauf que n'importe qui, n'importe quoi dans l'auto n'arrête pas. Ça continue à 130 km jusqu'à temps que ça se fait arrêter. Puis dans mon cas, je me suis fait arrêter par le volant de l'automobile qui m'a frappé de plein fouet. Et puis, si tu recules, ma vie avant l'accident, c'est ça. Alors, c'est ça. Ma vie avant l'accident et mes caps d'expérience de mort que je vais expliquer. Ma vie après l'accident. Et puis, je ne sais pas comment les gens réagissent à un accident mortel comme j'ai vécu, mais moi, ça m'a donné une passion pour vivre. Comme je dis souvent, qui a une deuxième chance? Et puis, de ma deuxième chance, ma deuxième carrière s'est faite dans les jungles néotropicales. J'ai ce que j'appelle des leçons de la jungle. Alors, laissez-moi vous parler brièvement de ma vie avant l'accident pour ensuite revenir à l'accident et tout ce que j'ai appris là-dedans. Avant l'accident, si tu mets, Sana, la diapo numéro 3, celle qui a suivi, celle qu'on vient juste de voir, on va être capable de voir un petit peu le trajet que j'ai vécu jusqu'à mon accident. J'ai eu l'accident à 29 ans. Mais avant, il faut dire un petit peu que j'avais une très bonne génétique. Je peux partager avec vous que j'ai jamais perdu un grand-parent avant l'âge de 84 ans. Que ma mère, elle avait 91 ans quand elle a passé, mon père avait 89 ans. Moi, je suis 6 pieds 4. Quand j'avais l'accident, je pesais 225 livres, j'étais un athlète. Alors, j'ai hérité une très bonne génétique. Mais il y a plus que la genèse. Il y a aussi l'épigénèse. Et puis, l'épigénétique, c'est l'environnement dans lequel tu es élevé. Et moi aussi, j'ai été bénéficié d'une bonne épigénétique. Je peux vous raconter que mon père avait une carrière très intéressante. Il travaillait pour le gouvernement fédéral ici au Canada et puis il travaillait dans les forces policières. On s'en faisait souvent pour lui. Il était souvent en danger. Et puis à chaque fois qu'on mentionnait qu'on avait des craintes pour quelque chose qu'il était obligé de faire, il répondait toujours « Faites-vous-en pas, Dieu c'est mon ami ». Je l'ai entendu répéter cette phrase tellement souvent que je me souviens très jeune, peut-être 4 ou 5 ans que j'avais quand je lui ai demandé est-ce que Dieu est mon ami aussi? Et puis il a pris le moment très sérieusement. Il s'est assis à côté de moi pour m'expliquer sans aucun doute que oui, Dieu est mon ami aussi. Et puis je peux être sûr de ça en devenant son ami. Puis à cet âge-là, ça m'a frappé comme un gros bon sens. Et puis, je suis devenu tout de suite l'ami de Dieu. La deuxième chose que mon père répondait tellement souvent, c'est quand je lui demandais des questions, quand je lui posais des questions sur Dieu, sur la nature de Dieu, sur la volonté de Dieu, n'importe quoi que je lui posais, il répondait toujours la même chose. Si tu veux comprendre Dieu, étudie les lois de la nature. Alors moi, je suis devenu non seulement un ami de Dieu, mais un amant de la nature. Alors le camping, et puis le ski, et puis la randonnée en nature, et puis toutes les activités possibles et impossibles, j'étais un mordu de Dieu. Alors de là, très jeune, j'ai pensé vouloir servir mon ami, travailler avec mon ami, et puis je suis rendu à l'âge de 13 ans, j'ai rentré dans un monastère.
On appelle ça en anglais un junior rate. C'est un monastère pour les jeunes pour aller voir si tu es appelé par la foi. Et puis, j'ai fait 2 ans d'école secondaire dans ce monastère à couple d'heures de la ville, de mes parents, à faire de l'école. Comment on dit, Suzy, quand on est? Pensionnat. Un pensionnat. Un pensionnat. Alors, en pensionnat, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai adoré mon temps là. J'ai eu des très belles notes à l'école, etc. Sauf que j'ai aussi découvert que je n'étais pas appelé à servir la religion. Ce qu'ils étaient en train de raconter sur la religion, c'était aucunement le Dieu que je connaissais dans la nature. Et puis, ça m'a révolté et j'ai quitté. Et puis là, j'avais pas de rame réellement. Je savais pas où m'en aller avec ma vie. Alors, à l'âge de 17 ans, j'ai suivi mon frère aîné. Je me suis inscrit dans la marine canadienne. Et puis, encore, mon ami m'a guidé à travers ce cheminement-là parce que j'ai rentré dans la marine canadienne, puis pendant que j'étais dans la marine, les forces armées canadiennes se sont fusionnées pour devenir une force. Alors, j'étais plus dans la marine, j'étais dans les forces armées. Et puis, je me suis plaint, puis on m'a dit non, d'après les contrats, si tu veux quitter, tu peux quitter. Alors, j'ai quitté l'armée, la marine, parce que j'ai découvert que la seule chose qu'ils voulaient de moi, c'était exactement la même chose que ce que la religion voulait de moi. Ils voulaient que je fasse un vœu d'obéissement. Il fallait obéir. Il fallait obéir ou la religion ou le gouvernement. Alors, j'ai arrivé à la conclusion que ce caractère que je suis, c'est cette offre au monde entier que je suis, avait une vraie valeur. Parce que tout le monde voulait que je les obéisse, tu sais. Alors, non, j'ai décidé de mieux travailler pour moi-même. Je suis rentré dans le monde des affaires. Et puis, à l'âge de 19 ans, dans le monde des affaires, j'ai découvert qu'eux aussi voulaient que j'obéisse. Mais ils voulaient que j'obéisse les lois du succès. Et puis ça avait un peu plus d'allure. Alors, je me suis donné avec la passion que j'avais sur une carrière dans le marketing et la vente. Et puis, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai grimpé très vite. À l'âge de 25 ans, j'étais gérant national pour une grosse compagnie de papier. Je m'amusais, j'adorais. Je faisais mes ventes dans une cour de squash ou dans un bon resto. La vie était belle. Mais j'ai découvert que juste parce que tu adores ce que tu fais, juste parce que la vie est belle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress. J'étais stressé sans le savoir. Tu t'amuses, tu fais du sport, tu es en bonne shape physique, mais tu es stressé. Puis les indicatifs étaient là, mais sans les reconnaître. C'est quand tu fais du millage sur une autoroute, puis tu ne vois pas passer les derniers 5 kilomètres, c'est parce que tu étais en train de voir ton dialogue interne. Tu étais dans l'hémisphère gauche de ton cerveau, et puis pas dans l'hémisphère droit de ton cerveau, je dis, pas dans l'hémisphère gauche, où c'est logique, puisqu'il y a un monde à l'extérieur de toi. Dans mon hémisphère droit, où j'étais, il n'y avait pas de poteau sur l'autoroute. Et puis ce soir-là, tempête de pluie, j'ai hydroplané mon auto, j'ai frappé un poteau à 131 km/h. Et comme je mentionne, il y a 2 choses qu'on apprend. La première chose qu'on apprend, c'est ça arrête sec. Et la deuxième chose, toi, tu n'arrêtes pas. Tu te fais arrêter. Puis si je te donne un bref discours de ce que j'ai fait plein fouet, j'ai brisé toutes mes côtes sur le côté gauche, toutes mes côtes sur le côté droit, mon sternum, ma clavicule, ma colonne vertébrale. J'ai eu une fracture du crâne, j'ai brisé mon bras gauche, j'ai brisé ma hanche droite. J'étais totalement paralysé d'ici en descendant, T4, juste au niveau de les sous-bras. Un vrai gâchis, déclaré mort sur le coup. Alors, 4 morts cliniques. La première était mort sur admission. J'étais à l'hôpital, on m'a déclaré mort.
Et tout ce que je raconte de cette première mort, on m'a dit par après. J'étais aucunement conscient. On m'a déclaré mort sur admission. Exactement. Et puis, on m'a amené à la morgue. C'est 3h20 le matin, alors il n'y avait aucun médecin. Alors, on m'a mis à l'extérieur des portes de la morgue, dans un corridor, puis on attendait. En entre-temps, on a informé ma femme qui a amené ma fille, qui avait 6 ans, l'a amenée chez mon frère. Mon frère et ma femme sont venus à l'hôpital. Et puis, l'hôpital se trouvait directement en face du club d'athlètes où ce que j'étais. Et les médecins, quand ils ont entendu que c'était moi qui étais ce trajet, ce mort qui était devant la morgue, ils ont amené tout de suite, ils sont venus tout de suite vérifier. Et puis de là, moi, je suis devenu conscient. J'étais dans une noirceur absolue. Un noirceur que j'ai souvent décrit comme un velours mat. Un noirceur qui avait une épaisseur, un noirceur à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Je n'étais qu'un point de conscience. Et j'ai pensé. Et en pensant, j'ai vu au lointain un point de lumière. Et voulant m'approcher à la lumière, aussitôt que j'ai pensé, j'ai été tiré vers elle à une vitesse incroyable. Et puis, en m'approchant de la source de la lumière, j'ai cru que c'était une fenêtre devant moi. Mais en m'approchant encore plus, j'ai réalisé que je voyais mon œil de l'intérieur. Puis il y avait une main qui tenait mon œil ouvert. Et puis en anglais, une voix mâle dit « Comme vous pouvez voir, ses yeux sont vitrés, il est mort. » Et puis là, la main a fermé mon œil et puis j'étais dans la noirceur. J'ai bougé mon bras gauche. Et puis en le bougeant, une douleur incroyable. Mon bras était fracturé, je l'ai réalisé dans ce moment qu'il y avait quelque chose de mal. J'ai enlevé mon verre de contact et j'ai dit, est-ce qu'ils sont encore vitreux? Et puis de là, une cacophonie. Le monde était hystérique, ils ont poussé la civière et on m'a emmené en dessous d'une lumière. Ils ont commencé à m'examiner, des aiguilles, des ci et des ça. Moi, j'étais dans une douleur incroyable. À ce moment-là, les médecins ont pris la meilleure décision possible. Ils ont décidé de me transférer à l'Institut neurologique en bas de la ville de Montréal, qui étaient les meilleurs préparés pour prendre soin du cas lourd que je venais juste de devenir. Alors, ils m'ont transféré dans une ambulance. Je peux partager avec toi que depuis ce moment-là, je suis un fanatique pour faire des routes bien pavées. Parce qu'il y avait aucune question de me donner des drogues antidouleurs. J'étais tellement fragile, tellement brisé. Et puis, chaque bosse de la route vibrait mon corps dans une douleur incroyable. Ça me touche encore émotivement en parlant, tu sais. Je me souviens avoir crié « Je veux mourir ». Et puis là, soudainement, ma femme qui était dans l'ambulance, j'étais inconscient, se met à pleurer. Parce que, étant 6 pieds 4 et puis 200 livres, elle m'a toujours vu comme un homme fort. Et puis de me voir tellement blessé, elle pleurait. Alors moi, j'ai arrêté de parler de souffrance, etc., parce que je ne voulais pas qu'elle souffre plus qu'elle souffrait déjà. Rendu à l'hôpital, à l'Institut neurologique, je me suis donné à mon ami. Viens que viens, j'accepte mon destin. J'avais tout de suite, sous les soins les plus intensifs possibles, la morphine, etc., ça m'a calmé. Tout était relativement aussi bien que ça pouvait être. Le lendemain, j'ai vécu ma deuxième mort. Ce qu'on ne savait pas, et puis les médecins m'ont dit par après qu'ils géraient la crise que j'étais une chose à la fois. Ils n'ont jamais eu une pleine diagnostic. On ne pouvait pas m'examiner en profondeur parce qu'il y avait tellement de choses de brisées, tellement de choses à réparer. On a réalisé que une de mes côtes avait percé mon poumon. Puis mon poumon remplissait avec du sang et puis soudainement, flatline, je suis en train de mourir, en train de noyer dans mon propre sang.
Et puis, il y a un médecin qui était dans ma chambre, je l'ai vu m'approcher, couper la gorge, trachéotomie d'urgence. De ce moment-là, j'ai commencé à vivre l'enfer tel qu'on peut comprendre l'enfer. Parce que de ce moment-là, je suis devenu sous les soins de deux, je ne savais même pas que ça existait comme profession, des inhalothérapeutes. Puis des inhalothérapeutes, c'est de me garder sur une machine qui me permet de respirer. J'étais aux soins intensifs sur cette machinerie pendant 6 semaines, avec l'obligation de respirer comme la machine dictait. Et puis ça, cette discipline-là, incroyable difficulté. Si tu ne respires pas au moment que la machine te donne ton air, tu ne respires pas. C'était aussi critique que ça. Alors, respire, 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 meurs pas. C'était très, très difficile. Je peux partager une anecdote pour vous expliquer à quel point. Tous les matins, ces deux inhalothérapeutes venaient m'aider. Il fallait stériliser l'équipement parce qu'en train de respirer, etc., risque de contamination. Alors, on me disconnectait de la machine, puis on mettait comme un ballon. Et puis, il y a une fille qui pompait à main, et puis l'autre qui stérilisait la machinerie, etc. Et puis, comme d'habitude, tranquillement, ça se parlait, les deux. Puis un jour, il y en a une qui est en train de raconter à son ami une crise d'amour qu'elle a eue avec son chum, etc. Et puis, elle est en train de lui raconter l'histoire pendant qu'elle pompe le ballon qui me permet de respirer. Puis son histoire devenait de plus en plus dramatique. Puis tout le monde écoutait. Puis à un certain point, elle arrête de pomper pour être capable de... Puis moi, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de dire, mais je suis pas capable de respirer non plus. Alors, des sortes d'excitation de ma nouvelle vie. Elle a raconté son histoire à Jérémy, à travailler bien après ça. Là, alors, ma deuxième expérience de mort, je me souviens rien de ça. Ça aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, de ma première expérience, je conclus que la vie, c'est la lumière et la noirceur. C'est la seule conclusion que j'avais à faire de cette expérience de mort. De ma deuxième expérience de mort, j'ai conclu qu'il fallait rester conscient. De ne pas perdre conscience. Si je perds conscience, je risque de mourir. Il fallait rester conscient. Ma troisième expérience de mort est venue le lendemain, le troisième jour. Le troisième jour, mon corps, tellement fatigué du combat incessant depuis 3 jours, a quitté. J'étais soudainement hors de mon corps. J'étais au niveau du haut des rideaux qui entouraient mon lit dans les soins intensifs. J'ai vu un médecin qui était allongé sur un grand fauteuil. Et puis, il se lève soudainement, il entend la machinerie faire flatline. Il vient vers moi en courant. Il lève son poing pour animer mon cœur parce qu'il a réalisé en examinant la machine que c'était ça le problème. Et à la dernière minute, il arrête et puis il me dit en anglais, reviens pour Nathalie. Nathalie était ma fille. Quand j'ai entendu son nom, je me suis senti gonflé d'amour. Je me suis senti comme si j'étais un ballon. Tout de suite, j'ai dépassé le plafond de l'hôpital. Et puis, j'ai réalisé dans ce moment-là que j'étais mort, mais je n'étais pas mort. J'étais pas dans mon corps, mais je ne suis pas mon corps. Je suis hors de mon corps et ça m'a rempli de joie encore plus. Et ça m'a fait gonfler. J'ai sorti de l'hôpital. L'hôpital était contre le Mont-Royal, qui est au centre de ville de Montréal. J'ai vu le Mont-Royal, j'ai vu le cimetière sur la ville. Je m'en allais à toute vitesse vers le cosmos. Et puis, le plus que j'avançais, le plus que je réalisais qu'est-ce qui se passait, que l'amour pour ma fille m'a donné cette joie et la joie nourrissait la joie. Et puis, le plus que j'étais en joie, le plus que j'allais à toute vitesse. Puis, soudainement, à un certain point, je suis explodé pour devenir
100 milliards de brins de lumière. Wow! Et j'étais instantané dans mon corps. Et puis, tout le monde était émerveillé, et puis j'étais réanimé, etc. Plus tard, peut-être une couple de semaines plus tard, ce médecin-là, qui m'a sauvé la vie, est venu me voir. Il était très troublé. C'est un jeune homme qui travaillait avec mon médecin, en parenthèse, à l'Institut neurologique, c'était le Dr. Wilder Penfield, son assistant, qui est un des plus grands neurologues au monde. Alors, réellement, dans très, très bonnes mains. Et puis, le Dr. Findel, l'assistant, mon médecin, il y avait toutes sortes d'apprentis. Alors, celui-ci venait de Floride travailler avec. Et puis, ce jeune médecin me dit qu'il ne savait pas que j'avais une fille. Il ne savait pas que son nez était Nathalie. En m'approchant, il a voulu frapper mon cœur, mais à la dernière minute, il a réalisé qu'avec toutes les os brisés, c'était comme frapper dans la tienne. Il m'aurait tué, certainement. Et puis, soudainement, spontanément, ça sortit de lui de dire ce qu'il a dit. Il ne savait pas pourquoi. Et puis, il était émerveillé. Je peux vous dire que pendant plusieurs semaines, les neurologues, les jeunes neurologues venaient passer des nuits dans ma chambre, m'expliquant ce qu'ils apprenaient, eux, sur le cerveau, sur la moelle épinière, etc., m'expliquant ça, mais apprenant de moi mon expérience comme étant conscience. Eux travaillaient avec cerveau, mais quand j'étais hors de mon corps, j'étais pas cerveau, j'étais pas matériel, j'étais conscient, j'étais lumière. Quand je me suis vu exploder en 100 000 morceaux de brins de lumière, j'étais au niveau atomique, que nous sommes tous ces 100 milliards de brins de lumière. Alors, réellement, ma vie, elle a changé de cette manière-là. Tu sais, j'ai sorti de l'hôpital après 11 mois et j'ai commencé une réadaptation, mais j'ai sorti de l'hôpital avec une soif comme on ne peut pas imaginer pour essayer de mieux me comprendre. Et puis, en voulant mieux me comprendre, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait d'écrit, mais c'était d'autres personnes qui ont eu des expériences comme la mienne, et puis je n'étais pas intéressé à leur expérience. J'avais ma propre expérience, j'étais intéressé à mieux comprendre ce qui se passait. Et puis, mes réponses sont venues de deux chemins. Le premier chemin, j'ai commencé à étudier la physique quantique. J'ai étudié toutes les religions contemporaines, ça va sans dire, mais la physique quantique, parce que la physique quantique parle de l'indivisibilité, que je suis à la fois énergie et à la fois matière. Alors, cet aspect-là, c'est ça qui m'a intéressé. Mais plus important que ça, je me suis souvenu des paroles de mon père. Si tu veux comprendre plus sur l'intention du divin, étudie les lois de la nature. J'ai pris l'habitude d'aller contempler dans la nature. Il y avait pas tellement loin d'ici à Montréal le parc provincial Oka, une vraie forêt magnifique. J'ai pris l'habitude d'y aller 2-3 fois par semaine, stationner mon auto et de prendre n'importe quel chemin pour y aller au bout du bras, sachant qu'il fallait revenir. Je peux partager que des fois, ça me prenait 3 ou 4 fois plus longtemps à revenir que ça m'a pris pour y aller. Et il y a un vrai plaisir à descendre une belle colline en fauteuil roulant. Mais il faut se souvenir qu'à la fin de l'après-midi, il faut la remonter, cette colline-là. Alors, passer sur le bord du chemin, tu sais, à l'occasion, pour un certain temps, attendre que les acides quittent les muscles, et puis je peux reprendre la force pour continuer mon chemin. C'est là que j'ai commencé à contempler la nature. Qu'est-ce qui se passait? Puis un jour, j'étais émerveillé de voir un animal sauvage s'approcher de moi. Et puis, depuis des années que je suis dans le bois, que je réalise que les animaux sauvages n'aiment pas les humains, ils nous évitent. Alors, j'étais pas mal surpris. J'ai eu l'idée qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Alors, je l'ai commencé à l'observer de proche. Il m'a approché à quelques pouces du fauteuil. J'étais émerveillé, une marmotte assez large. Et puis, soudainement, j'ai vu qu'il lui manquait la moitié d'une patte. J'étais un animal handicapé. Là, j'étais convaincu qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Et puis, j'ai commencé à observer de très proche.
Puis soudainement, ça m'est venu comme une flash. Cet animal n'avait aucun sens d'apitoiement. Aucun sens que la nature lui devait quelque chose parce qu'il était handicapé. Aucun sens qu'il avait besoin du bien-être social ou de quelque chose pour l'aider, pauvre lui. Aucunement. Et puis ça m'est arrivé comme un coup de foudre que si j'avais moindrement l'espoir que ma vie améliore, il faudrait faire tous les efforts moi-même. Alors c'est là que la passion pour vivre s'est allumée en moi. Et puis j'ai écrit tout de suite une liste de tout ce que je voulais faire avant de mourir. J'ai commencé à attaquer ma liste. Puis 3 mois plus tard, j'avais tout fait. Et puis, ça m'a frappé comme si j'étais le plus grand fainéant au monde. Avoir une si facile liste à réaliser, puis d'avoir maintenant 30 ans, puis c'est ça que le temps que ça m'a pris. Voyons, là, ça n'a aucune allure. Et puis là, j'ai commencé à me donner des vrais défis. Et de vivre ces défis-là. Puis en les vivant, c'est là que par après, j'avais l'expérience. Par après, j'avais la force. Par après, j'avais le courage. Avant, j'avais seulement l'espoir que ma vie pourrait améliorer. Alors de là, ma 4e mort clinique. Après, j'ai quitté l'hôpital, comme j'ai dit, j'ai commencé une vie de contemplation dans la nature, etc. J'ai sorti de l'hôpital au mois de juin. Alors, au mois de janvier de l'année d'après, j'ai eu une expérience hors de mon corps sans mourir. J'étais en train de contempler, en train de méditer, et puis je me suis répondu une couple de questions. Et en répondant à ces questions, je me suis approfondi encore plus, puis soudainement, j'étais hors de mon corps. Ça m'a émerveillé. Ça m'a émerveillé que j'étais hors de mon corps sans mourir. Et puis c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas la mort qui m'ont donné les expériences hors du corps. La mort a arrêté mon dialogue interne. Et c'est l'arrêt du dialogue interne qui donne l'expérience hors du corps. Mmh. Et puis ça, cette découverte-là, wow, c'est une immense flash. Alors, j'ai commencé à travailler sur ça, de relaxer, de méditer, et puis la semaine d'après, j'ai eu une expérience, c'était, on appelle ça en anglais flesh eating disease, en français, c'est la chair. Bactérie mangeuse de chair. La bactérie mangeuse de chair. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu, après mon expérience hors du corps sans mourir, j'ai eu une fièvre. Et puis la fièvre, elle a grimpé, monté, je ne savais pas pourquoi, j'ai resté à la maison au lit. Peut-être 3 ou 4 jours plus tard, ma femme, qui était mon ex-femme, qui était depuis mariée, elle m'a téléphoné et puis elle a vu que ma voix était terriblement faible, etc. Elle est venue à la maison et puis elle a pris soin de moi, elle a appelé une ambulance, puis on m'a emmené à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on me connaissait bien, ça veut sans dire, là, j'ai vécu avec eux pendant 11 mois. On m'a diagnostiqué ayant une infection de la vessie, qui est pas mal commun pour un paraplégique. On m'a donné une dose d'antibiotiques intraveineuses, et puis on m'a donné une prescription pour d'autres antibiotiques. Puis on m'a demandé si je voulais passer la nuit dans un corridor ou retourner en ambulance chez moi. J'ai choisi de retourner en ambulance chez moi. J'ai été à la maison, je suis retourné 3 heures du matin, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 8 heures le matin, la première fois en plusieurs jours sans fièvre. Je me sentais réellement bien. J'ai enlevé le drap. J'avais l'intention de prendre un bain. Et j'ai vu à mon horreur que ma jambe droite était rouge comme un camion de pompiers. Et puis là où ils ont mis l'injection, c'était pourpre de couleur. La chair était brisée, il y avait du pus, c'était infecté, quelque chose de rare. Alors tout de suite, j'ai pris mon bain que j'avais l'intention, parce que je me sentais bien,
Et puis, j'ai pris mon automobile et puis je suis retourné à l'hôpital. J'ai été à la clinique de Vessie. Comment on appelle ça? Urologie. J'étais à la clinique, j'étais voir mon médecin, j'ai dit, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il me met dans une chambre d'examination, j'enlève mes pantalons et il panique et tout de suite, il m'envoie à chirurgie. OK. Arrivé à chirurgie, j'étais, la manière que la pensée travaille, j'étais très heureux. Premièrement, j'ai vu une équipe de médecins et de préposés en train de nettoyer un lit, désinfecter, etc. Ils étaient beaucoup plus préoccupés que moi. Et puis, j'ai été heureux de voir qu'il y avait une petite télévision au-dessus du lit parce que intuitivement, je pensais que je serais là pour une petite secousse encore. Alors, j'étais très heureux. La télévision était allumée et puis sur la télévision, c'était moi. J'étais en train de faire une entrevue avec un programme de télévision. Puis tout le monde s'est arrêté pour me voir. Et puis tout le monde était impressionné de ma nouvelle philosophie de vie, etc. Puis à un certain point, j'ai dit excusez, je me sens à connaissance. Et puis la prochaine chose que je me souviens, j'étais sur une civière et puis on m'emmenait en chirurgie d'urgence. Il fallait signer les papiers. Il fallait signer, c'était tellement drôle, il fallait signer l'autorité d'opérer si j'étais hautement infecté. Il y avait un vrai risque. Tu sais. Alors, ils m'ont enlevé un 4x4 de ma hanche jusqu'à l'os. J'avais cette fameuse nouvelle maladie, on avait même jamais entendu, mangeuse de chair. Là. Puis c'était entré. Mais parce que c'était vite fait, tellement vite qu'ils ont été capables de tout enlever. Et puis 2 mois plus tard, ils ont réparé ma hanche, etc. Mais après cette opération-là, pendant que j'étais aux soins de recouvrement, hein, j'ai eu ma 4e mort clinique. Et puis celle-là, c'était la plus dérangeante jusqu'à ce moment-là. J'étais en train de récupérer de cette opération-là quand soudainement, je me suis vu au pied de mon lit en train de regarder le corps. Je savais que j'étais mort. Je savais aussi que j'avais cette expérience-là et que j'étais pas réellement mort. J'étais plus dans mon corps, mais j'étais pas mort. Une infirmière est venue courir parce que la machine faisait son bruit. Elle est venue courir et puis moi, j'étais intégral dans mon corps encore. Et puis j'ai expliqué, et puis ça, c'est très bizarre ce que je vais te dire. J'ai expliqué, mais c'était pas moi qui parlais. J'étais dans mon corps. C'est ma voix, c'est ma bouche qui disait, mais c'est pas moi. Moi, j'entendais comme elle pour la première fois, ma voix lui dire que je ne mourrais pas, que j'étais pas mort, que j'avais besoin de quitter mon corps pour que le corps peut se régimenter à l'ADN et trouver la guérison pour l'infection. Elle m'a dit, ah oui, OK, etc. Elle remet les machines, etc. Moi, je me retrouve au pied de mon lit. Elle revient en courant, je suis dans mon lit, je lui réponds la même chose. Ça, c'est arrivé 4 fois. La 4e fois, elle me dit, êtes-vous sûr? Je te le promets. Elle dit, je vais m'asseoir à côté de toi. J'ai dit, d'accord. Elle a fermé les machines, elle a été chercher une chaise, elle l'a mis juste à côté de moi, elle est assise de moi. Et de là, moi, je ressens quelqu'un derrière moi. Et en voulant tourner pour voir c'était qui, je ressens comme si une main m'avait pris par le milieu de mon dos et je me sens aspiré. Et puis de là, je vois noirceur absolue, lumière pure, le divin, noirceur absolue, et j'étais au paradis. Puis là, je croyais que j'étais sincèrement mort à tout jamais, je suis au paradis. J'ai posé la question, est-ce que je suis au paradis? J'ai entendu une voix me dire non, le Costa Rica. Ça m'a surpris, la voix, elle continue, elle dit, le Costa Rica, mais 1500 ans avant ton temps. Et ça m'a réellement surpris.
j'ai réalisé, après quelques instants, que j'étais en communication, on va dire télépathique. Ça va rendre la compréhension un peu plus facile. J'étais en communication télépathique avec mon ange gardien. Ça, c'est mon langage. Je ne veux pas imposer cette croyance aux autres, mais c'est mon langage. Ça a rendu la chose plus facile pour moi. Je peux te dire qu'avec les expériences de travail des années avec mon ange gardien, que je pourrais te dire aussi que c'est moi à un niveau supérieur. Tout à fait. Que mon cerveau, cette matière organique, n'est pas ma conscience. Mon cerveau plus ma conscience égale mon esprit humain. Ton cerveau, tu sais, depuis que Einstein, je ne sais pas si tu le sais, mais le cerveau d'Einstein, ils l'ont mis dans un bocal après qu'il est mort. Oui? Parce qu'on voulait voir c'était quoi de spécial avec son cerveau pour le rendre tellement génial. Et puis Einstein n'était pas plus génial, c'est-à-dire en cerveau. C'est sa conscience. Avec les centaines de milliards de neurones dans son cerveau, il fait des connexions que les autres ne font pas. Alors, c'est conscience plus cerveau égale l'esprit créatif. Ça m'a venu comme wow, c'est quelque chose d'immensement profond. Alors, si je peux résumer ces expériences de mort et vous laisser savoir comment que je vois ça aujourd'hui, que l'univers entier, tout ce qui est dedans, ce n'est que énergie. Mais cette énergie-là, c'est la résonance du divin. Quand je vois par suite mes petits-enfants, quand ils étaient tout jeunes, j'expliquais à leur maman qu'on a ici un corps d'un hominidé avec une conscience du divin. L'énergie, l'ensemble, le tout, c'est le divin. Je suis le Verbe fait chair. Je suis cette résonance divine dans un corps physique. Exactement le même langage. Moi, je suis rentré en communication avec mon ange gardien et j'ai passé des heures avec lui. Je me suis fait enseigner toutes sortes de choses intéressantes. Mais plus spécifiquement, je me suis fait enseigner comment rentrer en contact avec à volonté. Ça a tout changé dans ma vie. Ça a tout changé dans ma vie. J'étais non seulement accompagné par mon ami, le divin, depuis très jeune, mais maintenant j'avais une voie de communication, une écoute que je pouvais faire. J'ai, après certain temps, quitté l'hôpital. Je peux vous dire ceci encore très intéressant. J'ai cherché cette infirmière pendant que j'étais à l'hôpital. Je voulais lui parler, je voulais voir comment elle avait vécu ça, c'était quoi, etc. Et puis, on m'a dit 2 semaines plus tard qu'elle avait quitté. Elle ne travaillait plus à l'hôpital. Elle n'était plus infirmière même. Ça m'a surpris, je ne savais pas pourquoi. J'ai mis ça. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis retourné à mon métier. J'avais une compagnie dans le temps. Je suis retourné au travail. Puis un jour, on cogne à la porte et puis il y a une jeune femme qui rentre. Moi, j'étais dans mon bureau. Mon partenaire la rencontre. Elle demande de me parler. Il l'amène à mon bureau. Elle me dit, me reconnais-tu? Puis je lui ai dit non, sincèrement. Puis elle me dit, je suis l'infirmière qui a pris soin de toi. Wow! Je t'ai cherché, je lui ai dit, j'aimerais te parler. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu, elle. Qu'elle avait été assise à côté de moi en attention rigide pendant 18 heures. Et puis quand je suis revenu à moi, elle a pris quelques pas parce qu'elle était épuisée. Elle avait fait 2 chiffres. Elle avait pris quelques pas, puis elle a tombé sa connaissance. Puis on l'a amenée, elle, aux soins d'urgence. Et puis, elle était correcte, elle était bien, mais elle ne réussissait pas à comprendre pourquoi ses collègues l'ont laissé tranquille tout ce temps-là. Ils l'ont pas facilité, ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas questionné, ils n'ont pas demandé pourquoi que les machines étaient arrêtées. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont ignoré. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre
isolée dans un hôpital avec des histoires comme ça. Là. Elle ne voulait plus être en charge de la vie ou de la mort d'un autre. Tu sais. Qu'elle avait changé de carrière, elle était maintenant une représentante pour une compagnie pharmaceutique, elle se promenait à la province, elle adorait ça. Alors, on s'est donné des bises, je l'ai remercié sincèrement. J'ai essayé de comprendre plus profondément qu'est-ce qui m'est arrivé avec tout ça, mais plus spécifiquement, j'ai demandé à mon ange gardien qui m'a répondu très simplement, cette histoire n'était pas pour eux, les collègues, etc. Oui, tout à fait. C'était pas pour eux. Ils n'ont pas vécu ça, moi-même, etc. Moi, ça va sans dire, ça a changé ma vie. Je suis rentré dans une phase méditative, dans une phase contemplative pendant un bon 8 ans. Et puis 8 ans plus tard, c'est là que j'ai commencé ma deuxième vie. J'ai rencontré ma belle Suzy. Alors, ça, c'est une autre histoire assez bizarre. Mais je peux te dire que toutes les histoires après ma mort imminente ont toutes été très, très, très étranges. Oui. Tu remets la photo d'Einstein que tu as mis. Oui, avec plaisir. Je suis capable de facilement expliquer quelque chose. Avec plaisir. Je te mets ça tout de suite. On est là. Alors, vous voyez Einstein, sa formule E égale mc carré, qui dit que l'énergie, une chose intéressante avec la formule d'Einstein, on appelle ça la formule de la relativité. Et puis, j'ai découvert à travers les années que la majorité des personnes n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Ils en concluent que ça veut dire que tout est relatif. Puis si tu parlerais d'Einstein lui-même, il va te dire qu'il aurait pu nommer sa théorie la théorie de l'absolu. C'est pas que tout est relatif, c'est tout est relatif à quelque chose. Puis sa formule dit que tout est relatif à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est absolue. La vitesse de la lumière, elle est constante. Elle est ici, elle est maintenant, elle est toujours. Tout dans l'univers est cette énergie. Même la brique devant nous, elle est cette énergie-là. Alors, comment voir ça? Il faut faire un exercice mental. J'aimerais que tu imagines avoir dans ta main gauche une cerise. Une belle cerise rouge, 1 pouce de diamètre. OK. Dans ta main droite, tu vas faire quelque chose d'un peu plus complexe, puis j'imagine qu'il va falloir réellement imaginer. J'aimerais que tu imagines avoir dans ta main droite la planète Terre, 25 000 milles de diamètre, 40 000 kilomètres de diamètre. Alors, l'exercice consiste à réduire la grandeur de la planète Terre à la grandeur de cette cerise et simultanément réduire dans la même proportion la grandeur de la cerise. Alors, si tu peux réduire la grandeur de la cerise par un facteur de 25 000 milles ou de 40 000 kilomètres, tu vas te trouver avec un petit point tellement infiniment petit que c'est le monde atomique. De la photo d'Einstein à la gauche, on voit 4 champignons, dont le premier champignon, c'est la bombe atomique qu'on a explosée à Hiroshima. Et le plus large champignon, c'est la bombe atomique qu'on appelle le Tsar Bomba. Tsar, c'est pour les tsars russes, et Bomba, c'est le mot russe pour bombe. Le Tsar Bomba. C'est la plus grande bombe atomique qu'on a déjà fait exploser. Cette bombe atomique, tu peux la voir sur YouTube. Fais Tsar Bomba, puis tu vas voir l'explosion. Cette explosion, elle a éliminé tout à 15 km du centre. Éliminé, feu, tout, il ne reste que de la cendre. Et a brisé des fenêtres à 900 km de circonférence. Ça, c'est
le niveau d'énergie atomique. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. 100 000 milliards de brins de cette lumière. L'image en dessous, celle d'Einstein à la droite, là, on voit un petit peu l'aura, le champ électromagnétique qui peut entourer chaque humain. Tu sais. C'est un incroyable potentiel qu'on a. Et puis ce potentiel-là fonctionne dans cette forme-ci. Énergie, contenu, égale force. Imagine un boyau d'arrosage. L'eau, elle est flux, et puis l'eau, elle est, à moins qu'elle est contenue dans un boyau d'arrosage. Là, il y a une vraie force dans ce boyau. Si tu imagines le boyau d'arrosage d'un pompier, il peut se lever dans les airs avec cette force d'eau. Alors, énergie contenue égale force. Force canalisée égale puissance. Alors, si je pointe la force de mon boyau d'arrosage dans la bouche du clown, je vais faire lever son chapeau. Hein? Je vais faire ce que je veux, il y a une puissance pour faire ce que je veux. Alors maintenant, réduis ça à quoi? Tu as cette énergie incroyable et sans rien faire, tu es une force potentielle. Et puis, aussitôt que tu agis, tu as une puissance. Et puis, cette puissance, c'est pour le bien ou pour le mal. Cette puissance est pour ton avantage ou pour ton détriment. Cette puissance, elle est là pour te donner une force ou pour te saboter. C'est à toi qui l'utilises. La force, elle est là, elle est neutre, mais aussitôt que tu l'utilises, tu détermines quelque chose sur toi. Pas sur les autres vont prendre une autre décision, utiliser la force d'une autre manière, mais tu as ce pouvoir. Tu es en nous tous. Alors, voilà. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai étudié les lois de la nature que j'étudie encore. L'univers dans lequel je vis est tellement infiniment large. Si tu peux imaginer notre Soleil étant une étoile, et puis notre galaxie n'ayant 100 milliards de ces étoiles, et puis il y a autant de galaxies que d'étoiles dans notre galaxie, et puis on parle aujourd'hui que tout ça, c'est seulement comme un infime pourcentage de la force noire, et puis tout le restant du tralala. C'est infini, ça c'est le divin. Je suis une goutte d'eau, le divin c'est l'océan. Je suis aussi salé, je suis aussi humide, mais je ne suis pas l'océan. Je suis une goutte d'eau. Puis ma goutte d'eau, elle est très bien ici dans mon coin de la Caraïbe, mais voici un courant d'eau froide. Et ma goutte va changer instantanément. Alors, je suis autodéterminant, je peux faire ce que je veux avec ma goutte dans un univers déterminé. Le divin. Il faut jouer avec ces deux idées-là. Moi, je dis qu'il n'y a aucune force à l'extérieur de l'amour. À l'extérieur de l'amour, c'est toutes des pertes. À l'intérieur de l'amour, tout est beau. Ça peut être la même chose. Tu sais, je vois aujourd'hui, là, les gens sont en train de parler de même leur sexualité est différente. Tu sais, il n'y a plus seulement des hommes et des femmes, il y a des hommes et des femmes et toutes sortes de choses entre les deux. C'est ridicule. Mais c'est ce qu'on est rendu par la recherche d'identité. Les gens ne se connaissent pas. Les gens ne se voient pas comme le divin. Et j'entends tellement souvent, tu sais, il y a une étude qui dit qu'il y a 3 sortes de comportements sur Terre. Il y en a réellement 4. Mais le 4e, c'est les gens impuissants. Et leur comportement ne profite pas et ne nuit pas non plus. Les 3 comportements qui sont substantiels, c'est il y a des bonnes personnes qui sont naturellement prônes à mon frère comme moi-même, de voir la vie. Il y a des méchantes personnes qui sont, eux, prônes à être égoïstes, moi avant les autres. Et puis, il y a des personnes stupides. Et les personnes stupides agissent au détriment des autres, même si c'est à leur propre détriment.
Alors, à chaque fois que tu entends quelqu'un dire « m'en foutre », ben ça, c'est parce que tu es stupide. Si tu étais intelligent, tu t'en foutrais pas. Si tu étais intelligent, si tu étais une bonne personne, tu réaliserais que la loi du divin, c'est un altruisme égoïste. C'est en ton avantage d'être bon pour les autres. C'est dans l'avantage de tout le monde d'être une bonne personne. Bien sûr. Ben, pas parce que ça va te donner des trésors à l'extérieur de toi, parce que ça va te donner une passion pour vivre à l'intérieur de ça. Les personnes impuissantes, eux autres, ben, on peut dire les enfants, et puis les vieux, et puis les personnes qui n'ont pas réellement de grande prise de décision à faire, qui vont affecter les autres. Mais de ces recherches-là, on trouve ceci. On est entouré de beaucoup plus de personnes stupides qu'on pense. C'est tragique, mais c'est... Ça me laisse savoir, moi, tu sais, que tout le destin de la planète, tout le destin des autres, c'est pas tellement important à ma vie. À ma vie, c'est ma relation avec le divin. That's it. Je savais quand j'étais jeune. Je savais quand j'avais 4 ans. J'ai choisi croire quand j'avais 4 ans. Et puis, j'ai 75 ans aujourd'hui. Et puis, je crois autant plus. Je vais t'assurer, par exemple, que je ne connais pas le divin mieux que je le connaissais avant. Et quand j'avais une image du divin, il n'y avait pas une personne qui venait en tête. Tu sais, il y avait un processus créatif. Le divin, c'est ce processus créatif. Il y a une loi créative, action-réaction. Ça, c'est le divin. Alors, si on relit la Bible, par exemple, tu sais, le premier, l'Ancien Testament, c'est tous des témoignages du divin. Action-réaction, la loi. Tu sais, les Juifs n'ont pas fait ça, Dieu les a punis de cette manière-ci. La planète était entière méchante, il l'a inondée. Tu sais. Alors, on parle de Dieu comme si c'était une personne, quand c'est pas une personne, c'est un processus action-réaction. Le Nouveau Testament dit, et Jésus était son verbe, tu sais, dit que je ne suis pas ici pour changer la loi, mais pour la compléter. Si chaque action a une réaction égale et opposée, la seule manière de transcender le négatif, c'est avec plus de positif. Si on rencontre le négatif, action-réaction, avec du négatif, action-réaction, il y a plus de négatif. Si on rencontre en mesure égale, plus 1, plus moins 1 égale 0, il n'y a rien qui se passe. Si on est confronté avec le négatif, qui peut être n'importe quoi, un handicap, une perte, une maladie, une fracture, n'importe quoi, c'est négatif à toi. Si tu n'es pas en train de bien vivre, c'est des éléments négatifs. La seule manière de le transcender, c'est avec plus de positif. J'ai appris ça même d'une marmotte qui savait ça. Une marmotte que j'ai rencontrée dans une forêt qui m'a enseigné « Hey, je suis handicapé, puis je dois travailler plus fort que les autres. » Et puis, c'est ça. Quand tu n'as plus de résistance à faire tout le travail, tout le temps, tu es heureux. Ça m'a donné un vrai plaisir d'enseigner ça à ma fille. Quand elle avait 23 ans, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose en sa vie, je lui faisais toujours la morale dans le sens qu'elle avait une responsabilité à faire quelque chose. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Puis quand elle avait 23 ans, elle m'a dit un jour, comme les enfants disent, « Pourquoi c'est toujours moi? » Moi, j'ai pris le moment comme un moment heuristique, un moment de vraie bonne leçon. Je lui ai assis devant moi. Je me suis accoté contre elle, genou à genou. Je lui ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, je vais te dire, Nathalie, pourquoi c'est toujours toi. C'est toujours toi parce qu'on parle de ta vie. Dans ma vie, c'est toujours moi. C'est aussi simple que ça. Elle a pris responsabilité. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est vice-présidente en charge de la plus grosse compagnie d'autobus et transports ici au Canada. Elle s'est pris au sérieux. Pourquoi pas? C'est sa vie. Mon fils est un avocat.
Oui, ils prennent ça au sérieux. Mes petits-enfants prennent ça au sérieux. Je leur ai dit tous les jours de leur vie, tu sais, fais ce que tu aimes, l'argent va suivre. Fais ce que tu aimes, découvre ce que tu aimes. Comment que je peux découvrir ce que j'aime? Tu vas découvrir ce que tu aimes de la même manière qu'une princesse va découvrir son prince. Tu vas apprendre à embrasser des crapauds. Tu vas apprendre à embrasser des grenouilles. Oui, les crapauds, des crapauds. La grenouille va se transformer en ton prince, tu vas découvrir ce que tu aimes. Mais comment tu peux savoir ce que tu aimes si tu n'as aucune expérience? Tu sais? Alors, étudier les lois de la nature sur la prochaine slide, la diapo numéro 6, je dis ceci. Pour étudier les lois de la nature, il faut transcender notre manière normale de voir les choses, qui est, je pense que ça, c'est la slide numéro 7. Celle-là, celle-là. Celle-là? Oui, celle-là. Celle-là? D'accord. Non, celle-là, oui, c'est ça. Parfait. La photo que vous voyez en parenthèse, c'est moi dans la jungle au Costa Rica. C'est ça. Alors, on peut voir que c'est pas tellement difficile une vie contemplative. Hein? On s'installe, on pense. T'sais. Mais étudier les lois de la nature, ça vient de versus croire ou pas croire, faire ou pas faire. C'est ça la différence. On croit ce qui est très convenable. Hein? On croit ce qu'on veut croire. J'entends les preachers, les prêtres en train de dire leur genre. Ils croient ces choses-là. C'est aucunement vrai, mais ils y croient quand même. T'sais. Et si tu ne veux pas croire, tu ne crois pas. C'est très convenable pour toi tout le temps. Tandis que les lois de la nature nous demandent de faire ou pas faire. Si tu ne fais pas ce que tu as besoin de faire, la jungle le permet. Mais il faut réaliser que le lunch, c'est toi. Le dîner. Les autres vont faire ce qu'ils ont besoin de faire, puis toi, tu es là en train de rien faire. Bon, OK, c'est délicieux, on va aller avec ça, merci au divin. Tu sais. Alors, les phases importantes dans ma vie, c'est d'étudier les lois de la nature, tu sais, versus croire, tu sais, faire, pas faire. Tu sais, aller dans la nature pour contempler. Il me vient des idées, je prends note. Et puis, ces idées-là, il faut les tester. Parce que je crois que je dois croire quelque chose qui se trouve ultimement à pas être vrai. C'est assez facile, tu sais. Le connu, l'inconnu et l'inconnaissable. L'inconnaissable, on peut le mettre de côté, c'est inconnaissable. Si ça n'a rien même y penser, c'est inconnaissable. Mais le connu et l'inconnu ont chacune une qualité. La qualité du connu, c'est que le connu n'est pas universel. C'est pas tout le monde qui connaît les mêmes choses en même temps. Alors, le connu peut être partagé. La qualité de l'inconnu, c'est l'inconnu n'est pas l'inconnaissable. L'inconnu peut devenir connu. Il devient connu en le questionnant. Si on a demandé à Einstein comment il soulagerait le problème le plus complexe au monde, il a dit, si j'avais 1 heure pour le faire, je contemplerais pendant 55 minutes toutes les questions que j'aurais. Puis avec les derniers 5 minutes, je répondrai à ces questions-là. Alors, l'idée, là, c'est exactement ça. L'idée, c'est tu questionnes l'inconnu, il se révèle. J'allais dans la nature, je posais des questions, les questions venaient à l'esprit, je les écrivais, parce que si on ne l'écrit pas, on l'oublie dans les minutes qui suivent. Hein? Alors, il faut écrire. Si tu es contemplatif, il faut prendre note. Et ensuite, je venais, je demeure juste en face d'une université, j'ai fait ça exprès. C'est rempli avec des bols, là. Hein? C'est rempli avec des têtes. Et si tu veux parler de biologie, il y a des biologistes. Si tu veux parler de physique, il y a des physiciens. Parler, ça se miroite assez bien. Assez... Et puis, ça fait plaisir à n'importe qui de t'expliquer ce qu'il connaît. Alors, c'est un chemin très, très facile, tu sais, le chemin de la contemplation de la nature. Tu sais. Alors, ça, c'était significatif. La rencontre avec la marmotte était très significative parce que de là, il n'y a plus d'excuses. Prends-toi en main. Tu sais. La troisième chose très significative dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré ma partenaire de vie, Suzy. Ça, c'est une magnifique histoire.
Je reçois un coup de téléphone un jour d'un monsieur qui voudrait me raconter, il a entendu parler de mon travail. À ce moment-là, je travaillais comme un consultant pour les Nations Unies, un programme qui s'appelait La Regénèse. On savait, beaucoup de monde savait, il y a un livre qui s'est pris, Les enfants du Verseau, etc. Beaucoup de monde savait où est-ce qu'on arriverait dans ces temps-ci. Moi, j'appelle ça the jungle times, les temps de la jungle. La société est en train d'essayer de se comprendre et puis avec pas beaucoup de succès. Alors, il y a beaucoup de brisures, il y a beaucoup de problèmes, de plus en plus. C'est pas où croire. Alors, moi, je reçois un coup de téléphone de ce monsieur qui voulait m'entrevuer. Je lui donne rendez-vous, il vient chez moi et il me parle. Je ne savais pas dans le temps, je ne regardais pas la télévision. Il y a un poste de télévision, un programme de télévision, et puis il faisait une conférence, et puis il voulait m'inviter pour expliquer mon travail. Motivé, etc., parce que handicapé après tout, tu sais. Alors j'ai dit oui, et puis il me donne un rendez-vous. Et puis de là, je reçois un téléphone de quelqu'un d'autre qui dit qu'il y a 2 personnes de France qui arrivent pour me donner un massage énergétique. Est-ce que je voulais les rencontrer? Personne handicapée, un massage gratuit? Oui. Alors, je donne rendez-vous, puis on se rencontre, et puis je vais te dire, là, c'était 2, pas parce qu'ils sont français, je ne veux pas insulter personne, mais 2 bizarros, hein? 2 très bels hommes, un blond et puis un avec les cheveux noirs. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Ils me disent qu'ils sont ici pour me donner un massage énergétique parce que je commençais une vie publique. OK, tu sais. La madame qui m'a introduit à ces 2 messieurs demande où on pourrait faire ce massage. Ils disent n'importe où, il y a une table de massage. Elle connaissait Suzy qui avait un centre de massothérapie avec des bains de flottaison, des bains de sel, ce qu'on fait de la flottaison. Alors, on la téléphone et puis on demande ce qu'elle, et puis elle dit oui tout de suite. Alors, c'est là que je l'ai rencontrée. J'ai été là, et puis elle a demandé si elle pouvait assister à la massage. Puis, les 2 gars lui ont dit oui. Je vais dans la salle de massage, puis encore, l'histoire vient des autres. Parce que moi, aussitôt que j'étais sur table, je me suis endormi. J'ai resté endormi juste avant qu'ils me disent de me tourner. Alors, je me suis tourné sur mon dos, et puis je me suis encore instantanément endormi. Puis Suzy a dit qu'ils n'ont jamais touché le corps, mais ils ont vraiment mis les mains autour du corps. Et moi, je dansais sur cette table de massage comme un poisson frais dans une poêle à frire. J'avais vécu ça. Alors, on remercie les messieurs. Eux autres retournent en France. Ils sont venus au Canada, 2 seulement pour me donner un massage. Wow! Tu sais, je suis émerveillé. J'invite Suzy, ça c'était un vendredi qu'on a fait le massage. J'invite Suzy le samedi soir à cette conférence. On va à un cégep, un établissement scolaire. Un collège. Ouais. Dans l'amphithéâtre d'un collège. Ils ont refusé 2500 personnes à la porte. Ma première conférence. Je ne savais rien de ça. Le monsieur, avec le programme de télévision, il annonçait à la télévision qu'il allait faire cette conférence, puis il allait avoir un vrai extraterrestre. Les gens sont allés comme tu peux imaginer, tu sais. Ben oui, oui. L'extraterrestre était moi. Parce que j'étais hors de la Terre dans mon expérience. Alors, il m'a introduit comme un extraterrestre. J'ai fait cette conférence-là, puis Suzy m'a dit qu'elle étudiait la métaphysique, sa spiritualité depuis longtemps. Puis elle a dit, j'ai pris tous les morceaux de son puzzle, puis j'ai tout mis ça dans un ordre. Dans un? J'ai mis ça dans un ordre parfait. Dans un ordre parfait, d'accord. Sa compréhension de la métaphysique telle qu'elle comprenait, j'ai mis ça dans un ordre où elle a eu un flash d'illumination. Elle a voulu, de ce moment-là, travailler avec moi, puis tout de suite, j'ai dit, moi, je veux un partenaire de vie, puis c'est ça que je cherche. Puis, oui, alors, c'est porté volontaire tout de suite. Puis ça a changé ma vie complètement, parce que Suzy, elle est une
excellente organisatrice. Oui. Puis j'ai fait un deal avec elle comme partenaire que moi, j'allais gérer tout ce qui est par rapport à la vie intérieure, si elle gérait tout ce qu'il y a par rapport à ma vie extérieure. Mm. Alors, je suis le seul mari au monde qui se fait bosser par sa femme tous les jours, puis qui est heureux de ça. Tu sais. C'est exactement ce que je voulais, si quelqu'un prend soin de ça. Et de là, pour mieux comprendre ces principes, etc., on a fait quelque chose de formidable. Ouais. On a créé une réserve phonique au Costa Rica. La raison derrière ça, je vais te donner 2 vite anecdotes. La première, c'est qu'un jour, on a découvert que Suzy m'a dit, après qu'on s'y est raconté, qu'elle avait quelque chose de très intéressant à me montrer. Elle savait que j'adorais la nature, etc., puis elle savait que j'avais jamais été dans les tropiques. Alors, c'est elle qui m'a proposé la jungle. Et puis, te donner une idée, dans une forêt canadienne, une belle forêt mixte canadienne, il y a 30 à 35 espèces d'arbres par hectare. Dans une forêt costaricienne, il y a 350 espèces d'arbres dans la même hectare, plus 10 000 autres espèces de plantes. La sphère, la flore et la faune est incroyable. Alors, n'importe quel aimant de la nature arrive au Costa Rica, puis tu es au paradis terrestre, en toute honnêteté. Moi, je voulais voir le Costa Rica, alors on va là. Et puis, j'ai été 44 fois au Costa Rica, alors je connais bien le pays. Mais une fois, on était sur la côte Caraïbe, puis on voulait aller voir les orangs pendula. Puis le orang pendula, c'est un oiseau qui vit dans un immense nid. Et puis ça vit en grands groupes. Tu peux en avoir 50 ou 60 nids dans le même arbre. C'est réellement spectaculaire. Et puis il y en avait dans un parc sur la côte Caraïbe. Puis on arrive là, moi en fauteuil, comme d'habitude, hein, ça va sans dire. Et puis tout de suite, il y a un gardien de parc qui vient en courant. Il s'excuse, qui me dit qu'il y a eu un ouragan, que les plages sont toutes magonnées, puis aucunement accessibles au fauteuil. Puis j'ai dit, ben effectivement, je ne suis pas ici pour la plage, je suis ici pour voir les Orapandu dans la jungle. Il dit, ah, ben dans ce cas-là, prends ce sentier-là. C'est du sable taponné, tu vas être capable de rouler. Si tu vas 40 minutes dans cette direction-là, tu vas les trouver, il y en a beaucoup. J'ai dit, d'accord. Suzy et moi, on roule, on se promène. 40 minutes plus tard, il y a soudainement une tempête de pluie. Et puis les vraies belles pluies tropicales, là, tu sais, ce qu'on ne peut pas voir de l'autre côté de la rue, là, puis ça tombe, puis ça tombe. Alors, on passe du chemin, puis on se met en dessous d'un arbre, puis on se protège aussi bien qu'on peut. Mais ça a duré seulement 5 minutes, tu sais, la pluie a relâché. Mais le chemin, qui était taponné dur, est maintenant effacé. Et puis le 45 minutes de rouler en fauteuil que j'ai fait n'est plus possible. Alors, quoi faire, quoi faire? Moi, j'ai la tendance à m'arrêter et de rire. Je ris parce que je me trouve tellement imbécile d'être dans ce jackpot incroyable, tu sais. Et puis, en riant, laisse-moi vous dire quelque chose de mon expérience de vie, fais-le toi-même. En riant en termes de crise, tu attires les anges. Tu attires les anges, tu attires la bonne chance, tu attires le divin, attire comme tu veux. Moi, je riais quand je vois soudainement apparaître un gars en train de faire du jogging, mais une espèce d'homme. C'est un costaud, un fort. Un colosse, quoi. Là, amigo, il vient en courant, puis j'ai dit, as-tu vu, tu sais, il m'aide à sortir en tirant sur le fauteuil. On a pris une bière ensemble, je voulais le remercier, puis il m'a dit, amigo, il doit avoir une meilleure manière, le fauteuil puis la jungle, tu sais. J'ai retenu ce qu'il m'a dit. Puis 2 semaines plus tard, on s'en allait quelque part d'autre. J'ai une photo dans mon slideshow quand on va y arriver, je te le montrerai. On arrive quelque part d'autre. Et puis, on était 4 heures en bateau
dans des canaux pour aller voir les tortues pondeuses, etc. Et puis, c'était magnifique. Et puis, ils m'ont pris à bras, puis ils m'ont mis dans le bateau, puis on était. Et puis, arrivé là-bas, ils prennent mon fauteuil, puis ils le mettent sur le sol, puis ils me prennent dans leurs bras, puis ils me mettent sur le fauteuil, puis le fauteuil est tombé sous moi. Puis je regarde, puis c'est là que j'ai compris en intensité une forêt pluvieuse. La rouille et le fauteuil roulant, c'est réellement pas incompatible, pas réellement pas compatible. Alors encore, j'ai ri. On m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire. Ben, je dis, premièrement, on va manger, c'est l'heure du dîner. Puis ensuite, on va se sortir de la jungle parce que j'ai besoin de faire quelque chose avec mon fauteuil. Et puis, je connais un personne handicapé au Costa Rica. Alors, j'imagine que lui, il connaît tous les chemins, etc. Je le téléphone, il me dit, viens à San Jose, viens à ma shop, on va t'arranger ça demain. Le lendemain, il m'a arrangé mon fauteuil, tout était beau. Mais il m'a dit, lui aussi, exactement la même chose. Il m'a dit, there's got to be a better way. Il doit avoir une meilleure façon. Puis c'est là que je me suis dit, oui, si la jungle n'était pas accessible, comment que je pourrais, et puis le flash, je vais m'acheter un petit jungle, puis je vais la rendre accessible. Et puis c'est ça qu'on a fait. On a acheté une jungle primaire, qui veut dire 350 espèces d'arbres par hectare, 10 000 autres espaces par hectare. Et puis il y avait seulement 2 petites zones de 150 pieds par 150 pieds qui étaient dénudées. Puis sur ces zones-là, on peut construire une maison, mais le deuxième, on peut faire un jardin fruitier. On a planté 500 arbres fruitiers de 50 espèces différentes, 200 espèces de plantes médicinales et à fleurs, seulement pour nourrir les animaux, les oiseaux et puis les papillons. Et mon expérimentation, c'était que build it and they will come. Construis puis ils vont venir. Et puis, ils sont venus installer dans la jungle 4 espèces de singes, 2 espèces de paresseux, 300-400 espèces d'oiseaux. Incroyable beauté, etc. On a fait des sentiers ici et là. Alors, et j'ai fait en haie de hibiscus des petites salles où ce que je pouvais aller en fauteuil. Puis, si tu restes tranquille, si tu ne bouges pas pendant 5 minutes, tout le monde s'habitue à toi. Ils savent que c'est le mec en fauteuil, il n'est pas dangereux, et tout le monde s'approche de toi. Incroyable. Alors, la contemplation, c'est devenu la chose la plus facile au monde. J'y vais en Jeep, je stationne le Jeep, je prends un sentier, je vais jusqu'à une petite chambre, je me mets là, puis je dis, si j'y vais te promener, moi, je vais rester ici tout seul. Et puis, réellement, la réserve était merveilleuse. Alors, pour combler tout ça, pour arriver à un point de ce que j'ai gagné de tout ça, j'ai 2 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Alors, ça, c'est ma fierté. Ça, c'est plus d'envie. J'ai écrit 5 livres avec ma belle Suzy, en français et en anglais. J'ai créé cette magnifique réserve avec ma belle Suzy au Costa Rica. J'ai formé 50 000 leaders sur les principes de gestion de la nature. Et de ce temps-ci, je fais un podcast. Je fais des balados. Et puis, ça va prendre le plus de mon temps. Tu sais. Alors, réellement, une magnifique vie. Parce que un amour profond. Tu sais. Est-ce que j'aurais été mieux à marcher? Ben, si j'aurais pu faire les gains que j'ai faits et marcher, ça va sentir. Mais c'était pas ça. Et puis, je crois que tout ça s'est arrivé parce que Dieu avait besoin d'un porte-parole. Et puis, pour parler des vraies choses, il faut vivre les vraies choses. Alors, j'ai accepté ça. J'ai aucun problème. J'ai dit, il y a 45 ans, quand c'est arrivé, si Dieu me prête vie pour 80 ans paralysé, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil dans l'infini. L'idée du divin, c'est que donne-moi ta vie, dit-il, et je vais te donner une couronne d'immortalité. Moi, je peux assurer n'importe qui, puis
Qui veut me croire? Tu sais? Quand j'étais mort, je n'étais pas mort. Je ne suis pas mon corps. Je suis un esprit qui habite un corps. Et la seule chose qui empêche de voir ça, c'est le dialogue interne. On se raconte des histoires. On croit ou on ne croit pas. Mais la vie n'a rien à voir avec ce que tu crois ou que tu ne crois pas. Combien de fois as-tu cru sincèrement que quelque chose arriverait puis c'est pas arrivé? Ou combien de fois que tu as soudainement eu un bénéfice que tu t'es jamais attendu à ça? Tu ne savais pas. Tu sais? Moi, le jour après mon accident, j'avais des choses à faire, j'avais des rendez-vous. J'avais une vie pleine. Un an plus tard, quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, puis il me dit Hey, t'étais où, toi, là? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je savais aucunement. Leur vie a continué. Mais oui. Leur vie a continué. Sans souci pour moi. Tellement pas grave, ma vie, dans la tête des autres, tu sais. Mais important pour moi. Puis important pour moi que j'ai jamais eu, puis je suis très fier de le dire parce que c'est pour moi, j'ai jamais eu une chicane avec le divin de ma vie. La minute que j'ai entendu l'histoire de mon père, j'ai embarqué tout de suite. Je pensais que c'était plein bon sens. Et puis quand j'ai eu les accidents qui sont réellement des tests incroyables, tu sais, j'ai passé ces tests-là parce que j'ai pas blâmé le divin. J'ai pris ma responsabilité. Qu'est-ce qui chauffait? C'est moi. Qu'est-ce qui chauffait aussi vite? C'est moi. Moi. Alors, prends ta responsabilité. As-tu du blanc pour quelqu'un d'autre? Non. Ben, arrête de te fâcher contre toi. Aime-toi, tu sais. L'amour, c'est 5 vibrations. L'amour égoïste, qui est l'amour d'un bébé. L'amour symbiotique, qui est l'amour d'un adolescent. Aime-moi, puis je vais t'aimer. L'estime de soi, qui est l'amour propre. Avec l'estime de toi, l'amour symbiotique, l'amour de l'autre, n'est pas tellement important. Tu sais? Il est méchant, l'autre. Si tu t'aimes, tu ne tolères pas cette méchanceté de l'autre. Si tu t'aimes pas, son amour que tu n'as pas, c'est très important, tu vas tout faire pour plaire. Aime-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il faut que tu fasses. Pourquoi c'est toujours moi? Je parle de ta vie. Dans ma vie, c'est toujours moi et je l'accepte. Alors de là, je pense, tu sais, on va faire un atelier ensemble le mois prochain. Oui, tout à fait. Et puis, pour inciter les gens à même aller lire notre atelier, voir c'est quoi qu'on propose, on va faire tirer des livres. Et puis, on va faire tirer mon tout dernier livre, écrit Les leçons de la jungle. Les leçons de la jungle, c'est 50 histoires dans lesquelles je donne quelque chose qui se passe, j'explique quelque chose de la nature et je donne des conclusions qui sont propices à l'humain. Alors, sur la vie créative, sur la stratégie, sur l'innovation, sur la prise de puissance, sur la communication persuasive, sur le leadership et sur la prospérité. Dans toutes les gelées, est-ce que tu m'entends encore, Sarah? Oui, je t'entends. Tu es un petit peu figé dans l'image, mais je t'entends très bien. Et j'ajouterais, Laurence, que vous pourrez aussi donc poser vos questions aussi à Laurence, parce qu'on arrive tranquillement à la fin de cette Vibra conférence. L'idée que déjà, on va quand même parler pendant 1h23 sans interruption. Je ne posais aucune question ni rien, et ça demande beaucoup d'énergie, et c'est déjà énorme ce partage. On va peut-être prendre une question, j'en ai aussi, je pense, 1 milliard dans la tête. Mais je voulais vous dire que pour toutes les personnes qui veulent également vivre cette expérience de l'atelier, vous pourrez aussi on prendra un temps aussi pour répondre à quelques questions par rapport aussi à cette Vibra conférence et par rapport à toutes ces expériences et tout ce partage richissime, immense, dense, généreux que tu nous fais ce soir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'image, elle est figée. Je ne sais pas si tu peux peut-être revenir. Je vais peut-être faire, oui, il faudrait peut-être faire un switch, quelque chose pour que tu puisses revoir une image en mouvement, que je puisse te voir en mouvement. Non, tout est figé pour moi. Toi aussi, tu t'es figé? Chez moi aussi?
Oui, toi, tu es figé. Moi, je suis figé, tu es figé. Ah, je suis également figée. Est-ce que vous nous entendez bien sur la chaîne là? Alors attendez, on va peut-être le faire. Je t'entends très bien, mais tu Ouais, bouges pas. ouais, ouais. Excellent. Comment? Qu'est-ce que nous dit Suzy? Allô? Oui, Oui? OK. Alors je vais peut-être te sortir du studio et revenir. Peut-être que je vais pouvoir, te revoir. Alors, est-ce que vous me voyez bien, Véronique? Oui, c'est bon. OK. Est-ce que ah bah là, donc du coup, Laurence va revenir dans quelques instants. Donc je rebondis sur ce que nous disait Laurence avant de quitter le studio. Tout simplement, voilà, je vous ai donné les liens pour pouvoir vous inscrire à cet atelier, qui aura lieu le mois prochain. Alors on va faire un petit partage d'écran tout à l'heure quand Laurence sera là pour, vous expliquer un petit peu plus ce que vous allez vivre dans cet atelier. Et si vous avez bien sûr des questions à poser à Laurence. Moi j'aimerais, alors que je suis là en plein écran, Laurence arrive dans quelques instants, j'aimerais, remercier tout particulièrement, ah bah voilà, on a Laurence avec nous. Super. oui. Alors ça devrait pas tarder à arriver. Pour l'instant, l'écran est noir, mais je devrais te voir d'ici quelques instants. J'en profitais, Laurence, pendant que j'avais cet espace de la caméra en entier, je voulais remercier tout particulièrement, Cécile Ouncarin, qui nous a mis en lien et que je remercie vraiment de tout cœur parce que c'est comme ça, ces choses arrivent avec des mises en relation de part et d'autre. J'aimerais la remercier tout particulièrement et chaleureusement. Cécile Carin, qui est une coach éminente et qui évolue dans ce monde aussi très bien. Donc, je la remercie vraiment pour cette mise en relation. Et je salue également son compagnon Joshua, qui nous a, qui est juste extra également. Donc, merci à toi, c'est pour cette mise en relation avec Laurence. Alors, on a un peu de difficulté à retrouver Laurence sur le live, mais de toute façon, il ne devrait pas tarder à arriver. Je vois qu'il y a des questions. Alors oui, il n'y a pas que Laurence qui est figée. Est-ce que je suis de nouveau figée? Est-ce que je suis encore figée? Dites-moi si je suis encore figée. En tous les cas, parce que là, il n'y a que moi sur l'écran. Est-ce que je suis encore figée? Non? Ah ok, merci Véronique, merci pour votre réactivité. Super. Parfait, donc voilà, je voulais juste faire... Merci Elsa, merci beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous faire un remerciement à Cécile, si elle nous regarde, elle nous regardera peut-être en replay. Merci les amis pour vos réponses. Merci Vera, merci Véronique et merci Josiane. Ok, c'est parfait. Donc Laurence ne devrait pas tarder à nous rejoindre. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il y avait quelques questions, notamment alors, sur la 5e dimension. Pouvez-vous nous dire des 4e et 5e dimensions? Donc voilà, on va voir avec Laurence. Comme je vous l'ai dit, la Vibra conférence arrive bientôt à sa fin, mais vous allez pouvoir continuer à vous mettre en lien avec Laurence, avec cet atelier, où vous allez pouvoir, voilà, on retrouve Laurence. Comme on dit, on sourit et tout arrive. Voilà, je On a souris et changé tout de arrive. côté. On a changé de côté. Oh, regarde comment on va slider, regarde, flouc, Ah, et OK. voilà, boum. Voilà, alors, oui, Suzy? Non, Je crois c'est que correct. ah OK, c'est correct? OK, merci. Alors je profitais tout simplement de cet instant pour, remercier, Cécile Ouncarin de la mise en relation et de son acolyte magnifique qui est Joshua et puis, je prenais également note, des questions. Je pense qu'on va pouvoir en prendre qu'une seule. On arrive tranquillement à la fin de cette Vibra conférence, Laurence, mais juste avant de répondre à cette question, est-ce qu'on pourrait revenir sur les étapes de cet atelier? Je vais mettre en partage d'écran, la, la page qui permet de, pardon, de se connecter et de se procurer l'atelier. Et donc, du coup, si tu veux bien, je veux bien que tu nous expliques un petit peu pourquoi cet atelier et comment on va évoluer avec toi dans cet atelier en live, hein, je le Oui. précise, qui sera enregistré et disponible en replay. Et donc là, je suis en train de me connecter sur la page qui nous amène. Et donc, normalement, avec le partage d'écran, je devrais pouvoir le mettre en fenêtre. Voilà. Donc là, normalement, est-ce que c'est bon pour toi?
Est-ce que tu vois Oui, cette page? oui. OK, d'accord. Ça. Oui, oui, donc voilà, on a cette page-là, donc vous pourrez revoir et revoir encore une fois la Vibra-conférence en replay. Donc, est-ce qu'on pourrait, revenir sur un peu cet élément qu'est l'atelier là, si tu veux bien, voilà, qui aura lieu donc le 16 février prochain à 19h heure de Paris. Oui, alors le titre de l'atelier, c'est 4,5 milliards d'années de succès. Et par ce chiffre, je fais référence au temps que ça a pris pour la poussière cosmique de se solidifier et de devenir cette magnifique boule sur laquelle on vit. Et Mmh. puis de toute l'évolution de la planète à travers tout ce temps se fait parce que le divin favorise les gens créatifs. Et puis, je vais expliquer ça en expliquant pourquoi, en premier lieu, pourquoi que je considère la jungle la meilleure école de gestion connue. Vous savez, qu'on parle de la jungle néotropicale ou ce qu'on parle de la jungle sociale ou qu'on parle de la jungle du monde des affaires, les métaphores, les analogies sont Mmh. exactes et sont très bien divisées. Alors, dans la première partie de cet atelier, je vais expliquer tous ces enjeux, les principes de gestion de la nature. Et puis ensuite, dans la partie 2, je vais expliquer les 5 rôles d'un fin stratège. Comment la nature nous a préparés, nous a favorisés à devenir des penseurs créatifs, des penseurs stratégiques. Et puis ces 5 rôles-là sont un pourchasseur d'informations, si tu as peut-être remarqué dans la vie naturelle, mais moi, dans le monde des affaires, tu sais, d'avoir formé 50 000 leaders, tu viens à comprendre des choses. Tu sais. Je suis incroyablement surpris à chaque fois que les gens rarement posent des questions. Et puis, que ce soit, j'ai fait une formation avec tous les directeurs de toutes les commissions scolaires francophones à travers le Canada. Tu sais. Et puis Mmh. le matin même, c'est un atelier de 2 jours qu'on faisait. Puis le matin même de la première journée, j'ai dit à Suzy, écoute, la première partie, il va falloir que je leur convainque qu'ils sont moins intelligents qu'ils pensent. Et puis si tu réalises que le directeur de la commission scolaire d'une région, ce monsieur-là se considère déjà le plus intelligent dans sa région. Tu sais. Mais j'ai réussi parce qu'on est des formateurs heuristiques. Le heurisme, ça veut dire la découverte par soi-même. Soi-même. On met les gens en jeu. Les gens ne posent pas de questions. Ils savent rien et ne posent pas de questions. On va de table à table pour leur demander, avez-vous des questions? Non, non, non. Ils traitent la vie comme si c'était un jeu, un examen qu'on est supposé savoir. Et puis, on ne pose pas de questions. On accepte ou on n'accepte pas. Donner un exemple de ça. On a une activité dans laquelle on prétend qu'un hélicoptère a tombé dans la jungle. Et puis, dans l'hélicoptère, on trouve 15 items. Alors, on met les items devant la salle, ils sont là physiques, on les amène avec nous, une machette, un paquet d'allumettes, etc. Puis on leur demande de travailler individuellement, on leur donne un carton avec des listes. Item numéro 1, le plus important à ta survie. Item numéro 16, le moins important à ta survie. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais été dans la jungle. Si on travaille avec des gens du Costa Rica, on va faire semblant qu'ils ont trouvé dans le nord ici, tu sais, pour poser les mêmes sortes de questions. Mais les gens n'ont jamais été dans la jungle, ne savent rien de la jungle. Ils ne vont même pas examiner les items. Ils vont seulement se fier sur la liste 1 à 15 et remplir comme ils veulent. Et puis ensuite, quand on leur donne la réponse, ils sont émerveillés de savoir qu'ils sont. Donnez un exemple. La majorité des Québécois vont tout de suite écrire numéro 1, c'est les allumettes. Parce que s'il n'y a pas de chaleur, tu vas mourir. C'est Ne ça. sachant pas que Logique. Costa il fait 80 degrés tous les jours, là, tu sais, 30 degrés Celsius, là, il fait chaud. Et aussi que ces allumettes-là, les petites allumettes en papier,
une fois que c'est 88% d'humidité, ça Ouais, peut ouais. allumer. Puis pour être sûr de ça, les allumettes qu'on amène, nous, je les trempe dans de l'eau avant pour que n'importe qui les touche va dire, ben, ces allumettes-là sont mouillées. Alors, ça va devenir numéro 15, mais les gens ne checkent pas. Ils ne savent pas. Puis quand ils réalisent, ils se posent à l'heure du midi souvent la question, comment ça se fait qu'on est comme ça? T'sais, on ne pose pas de questions. Puis ensuite, en dernier lieu, j'enseigne les 5 rôles, dont le premier rôle, c'est le pusheur d'information. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu ne sais pas, qui sait quoi? Tu sais, le connu n'est pas universel. Est-ce que tout le monde est sur la même page? Hein? Ensuite, une fois que tu as de l'information, les rêveurs de possibilités, qu'est-ce que tu peux faire avec cette information-là? Comment peux-tu t'en servir? Mais toutes les possibilités, ce ne sont pas des opportunités, surtout dans le monde des affaires, dans le monde social. Ça va coûter trop cher, ça, c'est pas, ça, c'est ici, ça, c'est ça. T'sais. Alors, le troisième rôle, c'est le clairvoyant d'opportunités. De toutes les possibilités, quelles sont les vraies opportunités? Puis ensuite, le quatrième rôle, c'est le leader en action pour corriger. Jusqu'à maintenant, la seule chose que tu as, c'est une théorie. Va essayer. Essaye-le à la petite échelle. Essaye-le dans un village lointain où ça ne fait pas de différence. Essaye-le où tu ne vas pas payer le gros prix. Et ajuste là où nécessaire. Puis ensuite, le cinquième rôle, c'est le communicateur persuasif. Parce que tu as fait le travail, tu es sûr de ta réponse, mais tout le monde sur Terre a une opinion, puis ils n'ont pas fait le travail. Ils ne vont pas te croire, ils vont croire leurs propres opinions. Alors, comment t'assurer d'être communicateur persuasif? Alors, les 5 rôles, puis une fois que tu as ces rôles, puis une fois que tu les comprends, puis une fois que tu les pratiques, là, tu es bien servi pour vivre une vie de gloire, vivre de succès. Merci beaucoup, Laurence. Merci infiniment. Alors, voilà, on va prendre une petite question parce que moi, j'avais des questions, mais qui vont très certainement t'amener à détailler, à argumenter beaucoup. Je pense que peut-être qu'on t'invitera peut-être sur une deuxième Vibra conférence pour pouvoir, parce que moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu as dit, Laurence, des questions ou même tout simplement des partages et voir qu'est-ce que tu en penses parce que, voilà, bref, je garde ça pour une deuxième étape, très certainement. On va prendre une question des auditeurs parce qu'ils sont là très présents depuis le début de cette Vibra conférence et je vous remercie pour ce partage, pour vos présences. Il y avait une question, alors, je remonte un petit peu plus bas. Sujet mentionne une question de Daniel Grenier. Tout à fait, sur la 5e dimension. Tout à fait. On était, oh là là, Suzy, vous êtes au top. Alors, parlons des dimensions. Une dimension, ça veut dire quoi? Une dimension, c'est une direction dans laquelle la pensée peut évoluer. Alors, la première direction, ce serait la longueur. Puis ensuite, la deuxième dimension, ce serait la largeur, la longueur, la largeur. Et puis, la troisième, ce serait la hauteur. Puis là, Einstein nous enseigne que la quatrième, c'est le continuum espace-temps. Que la dimension, hauteur, longueur, largeur, la forme, si tu veux, existe à l'intérieur d'un continuum espace-temps. La 5e dimension, c'est le continuum espace-temps-conscience. La conscience, elle est omniprésente. On parle d'une sphère de conscience, ta sphère de conscience, tout dont tu es conscient, toi. Mais tout tu es conscient, plus ton subconscient personnel. Puis la différence entre le conscient, c'est le conscient, ce que tu es en train de penser maintenant. Puis le subconscient, c'est tout ce que tu connais que tu n'es pas en train de penser maintenant. Tu l'as, c'est là, mais tu n'es pas en train de le penser. En d'autres mots, pour concentrer sur la couleur rouge, il faut effectivement que tu oublies le vert, le bleu, le jaune. Alors, la pensée, la conscience, ça dont tu es conscient,
c'est une réduction de ta subconscient. Et puis, plus large que ton conscient et ton subconscient, c'est l'inconscient collectif. Et puis, l'inconscient collectif, c'est plus que la pensée planétaire, tous ceux qui pensent sur cette planète. Tu sais, tu peux rentrer en communication avec un animal intuitivement. Alors, c'est pas seulement les humains, c'est les humains et tout ce qui vit sur cette terre. Et, comme tu sais, 100 milliards d'étoiles avec beaucoup, beaucoup de planètes, et ça, c'est seulement dans notre galaxie. Alors, tout ça fait partie de l'inconscient collectif. Et plus large que ça, c'est que toute cette inconscience collective, tout ce subconscient personnel, tout ce conscient égoïste est à l'intérieur d'une super conscience qui est la pensée divine. La pensée divine qui nous dit que tout était pensé avant même que c'est arrivé. Il y a un bon livre écrit par un scientifique anglais, Rupert Sheldrake, qui parle des champs morphogénétiques. Puis les champs morphogénétiques, c'est les champs de mémoire. Pourquoi on fait ce qu'on fait? On a la mémoire de faire ce qu'on fait. C'est alors de changer nos habitudes. On sait, c'est pas une impossibilité, mais ça prend 21 jours non-stop pour former l'habitude, puis ensuite de la continuer. Parce qu'on oublie aussi facilement. Très vite. On se souvient. Alors, il faut mettre en pratique. Il faut faire ou pas faire. Pas croire ou pas croire. Croire ou pas croire, c'est éphémère. Ça s'enlève. Alors, la 5e dimension, c'est le continuum temps, espace, conscience. Okay? C'est immense, c'est vaste. Et de là, on peut parler de la 7e dimension même. C'est conscient actif. Quand tu as accès à toute cette information et tu es conscient de, comme je mentionnais ce matin à Suzy, je peux me fâcher, mais quand je suis fâché, je sais que je suis fâché. Je n'essaie pas de justifier mon ignorance, parce que je n'ai pas d'affaire à être fâché. Quand je vois un preacher, un prêtre, fâché, il ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas connaître Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, il n'aurait pas de problème. Il ne serait pas fâché. Moi, à chaque fois que je pense à Dieu, je suis rempli de joie, ça va se mentir. Alors, conscient, c'est conscient. Et le continuum, temps, espace, conscience, pour prendre action. Reste pas là avec ta conscience. Tout ce que j'ai dit, essaye-le toi-même. Il ne faut pas me croire plus qu'un autre. Merci infiniment. Merci infiniment de ce temps, de ce partage. Laurence, on va clore cette Vibra-conférence. On a énormément de merci. On est content aussi que les auditeurs sont contents de ce partage. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, 1h30, voire même 1h20 non-stop sans s'arrêter de parler, c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc rien que de tout ça, je te remercie infiniment dans le cœur, vraiment, pour cette Vibra-conférence. Je pense qu'il y en aura une deuxième, alors soyez bien attentifs parce que là, je pense vraiment qu'on a encore beaucoup de partage et puis j'ai vraiment mes questions que j'ai envie de poser. Donc, je les poserai. Et enfin, si tu es OK, bien sûr, Laurence. Et merci. Et puis, je vous inviter, bien sûr. Et puis, pense à les questions que tu voudrais poser, puis je construirai une autre conférence autour de ça pour répondre. Ah ben, parfait. Et ben voilà, vous voyez, déjà les choses se construisent en direct. C'est juste génial. Alors bon, pour la petite, voilà, juste pour le partage, émission très intéressante, magnifique témoignage. J'étais en retard, donc je regarderai le replay. Merci beaucoup pour votre partage. Ça, c'était Josiane. Elsa, merci infiniment pour cette merveilleuse conférence. Merci Elsa, très gentil. Voilà, et puis toutes les personnes qui nous regardent en replay aussi, vous pouvez bien sûr mettre vos messages, on regardera en replay comment ça se passe quand vous êtes sur YouTube, sur Facebook, en fonction d'eux. Et puis, bien sûr, vous inscrire à tout moment à cet atelier. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions à Laurence et vivre, faire vivre quelque chose
parce que ça va être aussi une expérience de vivre un atelier avec Laurence. Je serai la première au rendez-vous. Et puis des cadeaux, il y a des bonus, il y a des choses. Donc, regardez dans ce lien que je vous ai donné. Je vous laisse le temps de lire parce que vous aurez aussi un bel aussi état des lieux aussi de tout ce qu'a fait Laurence en plus de ce qu'il a dit ce soir. Et puis voilà. Et puis venez nous rejoindre dans cette belle aventure. On en termine là. Je laisse le mot de la fin à mon amigo. Et je remercie Laurence, je remercie Suzy qui est derrière. Et je remercie Cécile. Et je remercie Dieu. Voilà. Merci, Sarah. Bye bye. Bye bye.